cet hippodrome-là. Je pense qu'il y a plein d'hippodromes qui devront s'ouvrir aussi sur le monde du cheval en général pour qu'ensemble on puisse montrer des actions et aussi ensemble nous défendre par rapport à l'État. Le dernier point, c'est que nous avons, investi en embauchant une spécialiste du droit européen à la fédération qui passe son temps à suivre notre dossier au niveau de l'Europe. Et je peux m'avancer, mais je pense que notre président est tout à fait d'accord pour avoir ce projet de filière et de soutenir ensemble et de continuer à nous battre ensemble. Parce que souvent on nous dit c'est Bruxelles, c'est Bruxelles, c'est Bruxelles. Et après on s'aperçoit que des fois c'est pas Bruxelles, ça reste juste chez nous, mais que entre le dossier de TVA de la filière cheval et le dossier de TVA de la sidérurgie, eh bien, il vaut mieux lâcher les chevals pour défendre la sidérurgie, sans prendre en compte évidemment tout ce que nous représentons ici, là, ce soir, mais tout ce que nous représentons en France, et même dans les dômes et dans les tomes, puisqu'il y a aussi des courses dans les dômes et dans les tomes, et des centres équestres dans les dômes et dans les tomes. Voilà. J'en ai terminé, et je reparle la parole à M. Carl. Merci beaucoup. Sur la TVA, vous avez tout à fait raison. Tout ne se passe pas à Bruxelles. D'ailleurs, à Bruxelles, il ne se passe pas grand-chose. Parce que la directive TVA qui date de 2006, il y a un projet de révision de cette directive. Mais c'est la révision d'une directive qui ne stipule pas grand-chose, puisque aujourd'hui, les taux de TVA sont très différents selon les différents pays d'Europe. Il y a juste une obligation, c'est que la TVA normale ne soit pas inférieure à 15%. Mais entre 15 et 25%, vous avez des taux de TVA extrêmement différents selon les pays. Et les taux réduits eux-mêmes sont assez différents selon les produits et selon les pays. Théoriquement, il faut demander l'accord à Bruxelles toutes les fois que l'on veut pratiquer un taux réduit. Mais il faut savoir qu'en matière fiscale, au niveau européen, c'est la règle de l'unanimité. Alors l'unanimité à 28, c'était compliqué, à 27, ça l'est encore. Ce n'est pas parce que les Anglais sont plus vraiment autour de la table, même s'ils le sont encore, que ça s'est beaucoup amélioré. Donc c'est en France que ça se traite. Mais parfois, les gouvernements, le gouvernement français comme d'autres, va utiliser des prétextes de TVA pour augmenter la recette fiscale. C'est ce qui s'est passé en 2013 avec l'augmentation du taux de TVA sur la filière équine. C'était un moment où l'État avait besoin de trouver des fonds complémentaires. Je ne suis pas convaincu, et je l'ai dit et je le répète, qu'il y avait une nécessité juridique absolue. Le risque de condamnation de la France était peut-être un risque qu'il fallait prendre en considération, mais pas au point de mettre en difficulté une filière comme ça a été fait. Il y a aussi des clauses de sauvegarde que chaque État pratique. Il y a quand même 40 procédures qui sont diligentées par la Commission contre différents États pour des taux de TVA qui n'ont pas été validés par Bruxelles. Tout ça pour dire que c'est un domaine qui est totalement ouvert et je crois que certains candidats à l'élection présidentielle ont dit qu'ils étaient assez d'accord pour réduire le taux de TVA. Je peux vous dire que ça ne se fera pas s'il n'y a pas une pression très forte et durable de la part des différents acteurs de la filière cheval. Parce que je suis assez d'accord avec vous, ce terme de filière cheval est peut-être le terme le plus approprié pour représenter l'ensemble des activités. Mais ça, on ne peut le faire que si on a un dossier très solide au plan économique, si on crée une véritable visibilité sur les différentes activités de la filière et si on a un pouvoir de pression suffisant et durable sur le ministère du Budget. Sinon, pour y avoir été pendant quelques années, je peux vous assurer que le ministère du Budget est d'une résistance infinie à toutes les sollicitations pour réduire la ressource ou pour améliorer la situation de secteurs qui en ont vraiment besoin. Leur seul objectif, et c'est normal, c'est de faire rentrer des recettes et de diminuer les dépenses. On ne peut pas leur en vouloir, chacun son rôle. Mais on a un ministère qui est très fort, il faut qu'en face, il y ait une filière très forte. Et là, il y aura véritablement des dialogues qui s'instaureront. Aujourd'hui, ces dialogues sont un peu déséquilibrés, faute justement d'avoir une approche commune et d'avoir surtout des sujets communs présentés de la même manière par chacun. C'est là que je pense qu'il faut qu'il y ait un pôle de représentation de l'ensemble de la filière avec les juristes, les économistes, les financiers, les budgétaires,
tous ceux qui connaissent la réglementation publique de telle manière que, enfin, on sorte de cette situation où chacun agit de son côté de manière parfois insuffisante, et même si les différents acteurs se réunissent à certains moments, ce n'est pas suffisant pour obtenir des décisions durables. Voilà. Je crois qu'on va vous laisser la parole maintenant et on va surtout répondre à vos questions. Merci. Le taux de retour là, des buralistes entre les 5%, la Française des Jeux, les 2 pauvres pourcents du PMU, là, peut-on agir? Est-ce que ce n'est pas plus risqué que le live betting? Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi avec nos juristes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence de rémunération des buralistes entre la Française des Jeux et les paris hippiques? C'est en moyenne 5% pour les jeux de la Française des Jeux et de 1,6 à 2,2% pour les paris hippiques. Il y a une question qui a été posée par le président de la commission de la production et des échanges qui s'appelle Brott à l'Assemblée nationale en 2013, justement, qui s'interrogeait sur cette différence. La réponse a été tout à fait curieuse. Elle a été que, sous la pression des buralistes, les buralistes considéraient que les parieurs, pour les paris hippiques, passaient plus de temps chez eux et que donc ils avaient des recettes complémentaires, ce qui n'était pas le cas pour ceux qui achetaient des numéros à gratter ou autres. Tout ceci peut se comprendre, même si, à mon avis, c'est un petit peu limite. C'est de moins en moins le cas. Parce que si vous avez le live betting, là, les joueurs, ils vont rester. Donc il n'est pas concevable que pour le live betting, il y ait un taux de 5%, si demain c'est autorisé. Et en tout état de cause, il y a une telle évolution aussi des jeux du PMU qu'il faut se repencher sur le problème. Moi, je pense qu'il faut tout mettre à plat. Mais il y a d'autres acteurs que sont les buralistes, puisque eux-mêmes, ils ont peut-être moins de recettes dans d'autres domaines de leur activité, et ils ont souhaité avoir sur les jeux de hasard un pourcentage élevé. Donc c'est une négociation entre des représentants de la filière hippique, de la filière cheval, et des représentants des buralistes et des représentants de l'État, mais aussi le PMU. Parce qu'on pourrait imaginer, si le PMU faisait peut-être un peu plus d'économies sur ses coûts, qu'il puisse à ce moment-là octroyer une marge un peu plus importante, ce qui inciterait les buralistes à faciliter peut-être les paris hippiques. C'est un sujet complexe, mais on ne peut pas rester avec une telle différence durablement. On ne peut pas d'un côté dire on innove, on lance plein de produits nouveaux, et puis d'un autre côté dire ah ben non, ça c'est intangible, on n'y touche pas. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un vrai boulot à faire, et c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. Ça fait longtemps qu'il y a cette distorsion ou c'est... Je crois que ça remonte au début des années 2010. Enfin, je crois que c'est 2011 ou 2012. Est-ce que ça a un 2012. rapport avec notre chute justement du chiffre d'affaires du PMU? Je n'irai pas jusque-là, mais je crois qu'il n'y a aucune étude qui a été faite sur le sujet. Ça peut, effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut analyser. Quand je dis qu'il y a un besoin d'analyse économique et de gestion considérable dans cette filière, c'est incontestable. Là, vous venez de soulever un sujet, il y en a plein d'autres. Il faut arrêter de dire « tout va très bien, Madame la Marquise, on innove, le monde change, on investit, on innove, demain ça ira mieux ». Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les recettes se maintiennent difficilement, la marge baisse, et il y a plein de sujets comme celui-là qui ne sont pas traités. Même si Dominique de Bellègue, le président du TRO, a plusieurs fois appelé l'attention des pouvoirs publics sur le sujet. Je crois qu'il n'a jamais eu de réponse. Je crois qu'au dernier conseil, dernier conseil du PMU, il s'est plaint d'avoir écrit au ministre des Finances en 2015 et de ne jamais avoir reçu de réponse. Cela montre bien aussi les difficultés à peser sur les décisions publiques. Monsieur, bonjour. Jacques Pianoël, entraîneur à la TES. Moi, je vous pose une question. La désertification des hippodromes, c'est très important aussi. Le nombre de partants qui diminue. Moi, j'ai fait un article il y a 20 ans en disant que j'avais rien contre les gros monopoles en tant qu'entraîneur, en tant que professionnel, vous voyez. Bon, parce que tous les propriétaires sont chez le même entraîneur et ils mettent qu'un partant par course. Alors qu'avant, il y avait 10-15 partants par course, vous voyez. Bon, et ça joue aussi beaucoup. En plus, moi, je fais beaucoup d'hippodromes.
Et je me suis aperçu que les gens ne sont pas servis au PMU. Il y a des queues incroyables. Pourquoi? Il manque de l'animation pour faire venir les gens. Voyez, bon, regardez ici cet hippodrome ici. Je pense qu'ici on est bien noté en PMU. Pourquoi? Parce que ça bouge. Voyez, bon. Et ça ne bouge pas comme avant. Il faut des distractions, il faut amener des trucs, des poneys, que ça amène des gens et ça les amène aux courses. Mais je pense que, pour moi, la première raison, moi j'ai connu le PMU, c'était en pleine euphorie. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de partants, il y avait beaucoup d'enjeux. Maintenant, il n'y a plus de partants. Quand vous voyez les courses de 2 ans avec 3 partants, 4 partants, les Liston et tout ça, alors qu'ils sont gracieusement servis. Voyez. Et moi, je pense que c'est là aussi que France Gallo devrait mettre un petit peu la main à la poche en disant attention, limiter un peu les effectifs pour justement redistribuer les chevaux, pour qu'il y ait des partants. Voyez. Moi, je suis un type qui met des partants. Voyez. Mais les gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent pas de partants. Ils ont 20 propriétaires qui peuvent courir cette course-là. Ils n'en courent qu'un. Parce que les autres propriétaires ne seraient pas contents, ils seraient concurrents avec le même entraîneur. Vous comprenez le truc? Et c'est là où il faut accéder. Voir France Gallo pour dire, attendez, parce que vous avez certains pays où ils limitent. Ils limitent. Comme ça, ils ont des partants. Le problème des partants est un problème de fond, puisque moins il y a de partants, moins il y a d'enjeux. Moins il y a d'enjeux, moins il y a de parieurs, et c'est une spirale négative. Oui. Et ce n'est pas en compensant par la multiplication des types de jeux que l'on va améliorer les choses. C'est pour ça que l'introduction du hasard, des différents tirelires, les plus, les numéros de la chance et tout, est un moyen de réintéresser des parieurs à des courses qui, a priori, sont moins intéressantes. Du fait d'un nombre de partants insuffisant, mais du fait aussi d'une animation insuffisante. Il y a 242 hippodromes en France. Ce sont des lieux en général extraordinaires. Il n'y a pas de réflexion parce que personne n'en est chargé. Ce n'est pas une critique. Ce n'est pas le PMU, ce n'est pas le Trot, ce n'est pas le Gallo qui vont réfléchir sur l'exploitation intelligente des hippodromes pour attirer du monde. Comme vous voyez cet hippodrome, mais c'est un lieu fantastique. Beaucoup de choses pourraient être installées sur cet hippodrome à certains moments, que ce soit des concerts, que ce soit différentes animations, ça attirerait du monde. Et ça, couplé avec des courses, ferait qu'il pourrait y avoir de nouveaux parieurs, plus certainement que des jeux de hasard, parce que c'est ce que M. Hurstel dit, c'est on va multiplier les jeux, on va multiplier l'attrait des jeux de hasard, et on va attirer de nouveaux parieurs. Moi, je pense que les nouveaux parieurs, on va les attirer beaucoup plus par l'animation des hippodromes. Mais pour qu'il y ait une animation des hippodromes, il faut qu'il y ait une entité qui s'en occupe. Aujourd'hui, personne ne s'en occupe. Ça fera partie des propositions que l'on fera. Il faudrait créer une entité, et ça, on en discutera aussi avec les représentants des pouvoirs publics, à qui on pourrait confier l'animation des hippodromes qui le souhaitent. Je suis sûr que tout le monde en serait intéressé, et en plus, ça créerait des ressources complémentaires pour l'ensemble de la filière. Ça pourrait être lié d'ailleurs avec les activités de sport équestre. Il y a plein de choses qui pourraient se faire. On pourrait créer une fluidité en termes d'animation qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Bonjour, Norbert Vimont. Moi, j'ai une question. Vous parlez beaucoup du PMU, du coût de fonctionnement. Comment vous pensez que France Gallo et le Trot peuvent appuyer sur le PMU pour réduire les coûts? Comment faire, quoi? Vous avez raison de poser la question. Les deux actionnaires à parité, c'est le Trot et le Gallo. Donc c'est normalement à eux. Je sais que Édouard de Rothschild et Dominique de Bellègue sont intervenus à plusieurs reprises, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que l'opérateur, le PMU, est beaucoup plus gros que les sociétés mères qui dépendent de lui pour équilibrer leur budget en fin de course. Donc on a une situation qui est déséquilibrée. On a des actionnaires qui finalement sont dépendants. C'est là que je propose qu'il y ait un pôle qui supervise l'ensemble des acteurs de la filière, qui représentent la filière, et qui ait cette fonction de gestion qui aujourd'hui n'est pas véritablement exercée, même si des efforts ont été demandés au PMU. Mais quand on regarde, vu de l'extérieur, quand on regarde un plan de réduction des coûts de 20 millions d'euros sur 600 millions de coûts pendant 3 ans, on se dit que c'est infinitésimal. Parce que c'est une approche aussi qui est typique des représentants de la fonction publique. M. Hurstel était sous-directeur à la direction du budget il y a encore quelques années.
Donc il a cette approche. J'ai été à la direction du budget aussi, donc je sais comment ça fonctionne. On a une approche qui n'est pas une approche d'entreprise. Une approche d'entreprise, quand le chiffre d'affaires baisse, quand des produits sont moins attrayants, on fait plusieurs actions. On voit où il faut couper dans les coûts, en fait adapter l'organisation, et par ailleurs, on essaie de lancer des produits qui sont rentables. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais comment faire pour leur imposer en fin de compte, un petit peu, si c'est possible? C'est sûr que le travail que l'on mène est un travail difficile, parce que nous, on va proposer des solutions, mais ce sont des solutions qui ne vont pas, je dirais, entraîner un enthousiasme flagrant. C'est pour ça que notre indépendance est très importante. Plus on aura, je dirais, de gens qui nous soutiendront, plus on pourra peser. Et on va agir aussi auprès des pouvoirs publics. L'intérêt de tout le monde est que cette filière retrouve la santé, puisqu'il y a quand même une partie des recettes qui va directement au budget de l'État. Donc, et les deux sociétés mères, le Trot et le Gallo, vont peut-être être en cessation de paiement à la fin de l'année 2018. C'est elles-mêmes qui le disent. Donc on est arrivé au point aujourd'hui où tout le monde a intérêt à trouver pas des petites solutions, mais des solutions beaucoup plus fortes. Et parmi ces solutions, il y a incontestablement de faire un examen de conscience un peu difficile sur l'ensemble des coûts. Il y a aussi des doublons entre le PMU, entre les sociétés mères. Ce sont des doublons qu'il faut peut-être oser mettre sur la table, mais on ne peut pas être dans ce secteur-là avec une espèce de fatalisme qui regarde passer les trains en disant « vous inquiétez pas, on innove ». On développe l'activité, et puis à l'arrivée, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et alors, que ce soit Génibet ou Le Turf, je ne connais pas très bien ces jeunes entreprises qui proposent des courses également, les aider à se développer. Est-ce que ça ne peut pas aider un peu une concurrence, nous aider avec une concurrence avec le PMU? C'est possible, c'est impossible? Un gros monopole? Il y a une concurrence, enfin online surtout, hein, c'est une concurrence online qui est en train de se développer. Je sais qu'il y a des propositions intéressantes. Est-ce que l'on peut avoir un intérêt avec ça? Oui, mais alors pour que la concurrence marche, il faut qu'on ait une bonne visibilité. Il faut qu'on puisse comparer des choses comparables. Aujourd'hui, je suis incapable, moi, à partir des documents qui sont distribués, de mesurer la rentabilité des activités online du PMU par rapport aux activités de The Turf ou autres, peut-être qui sont beaucoup plus rentables, et que donc il y a effectivement des choses à apprendre d'eux. Vous avez tout à fait raison. La concurrence est le meilleur moyen de se réformer et d'avancer. Il y a une absence de concurrence, mais qui est due aussi au fait que c'est un service public. Donc on a à la fois une nécessité, c'est de maintenir ce service public, et une autre nécessité, c'est de créer peut-être plus de concurrence pour réduire les coûts, ou au moins pour rendre plus rentable un ensemble qui ne l'est pas. Merci. Le statut juridique du PMU, c'est quoi? C'est un GIE. C'est un GIE. C'est un GIE dont les deux partenaires du GIE sont le Trot et le Gallo. Donc un GIE, comme vous le savez, c'est... L'État n'est pas actionnaire? Non, l'État n'est pas actionnaire, mais il y a une tutelle. Mais l'État définit le Trot et le Gallo, les deux sociétés mères, découlent d'une réglementation, d'une législation et d'une réglementation publique. Et l'ensemble, ce sont des sociétés privées, mais qui fonctionnent selon les règles de la comptabilité publique. Donc on n'est pas véritablement dans une logique d'entreprise. Oui, enfin, GIE, enfin, c'est pas vraiment une société mixte, c'est des sociétés privées, mais qui doivent respecter une réglementation à caractère public. Oui, Alain Bolzer, je voudrais vous lire un petit peu ce qui est ressorti des assises du Trot à Deauville il y a quelques mois sur l'image des courses. On a du mal à définir l'image des courses. Est-ce un sport, une compétition, un jeu d'argent ou un divertissement? Qui sont les acteurs? Des riches propriétaires, des passionnés qui aiment les chevaux, des jockeys? Nous ne les connaissons pas précisément, d'où la difficulté de faire une approche marketing qui est en principe destinée à un public identifié. La communication est majoritairement dirigée vers un public déjà conquis et elle est fondée sur le plaisir du jeu. Il y a beaucoup à faire pour sensibiliser un nouveau public. La passion du cheval est axée
sur la sensibilisation, les motifs que nous sous-exploitons. C'est une des raisons pour lesquelles la télévision, grand public, nous ignore. C'est d'autant plus dommage que les sponsors sont difficiles à trouver, que les allocations sont globalement en baisse et que les hippodromes doivent compter sur des ressources partenariales pour vivre. Un public vieillissant, la clientèle du jeu vieillit et ne se renouvelle pas. Au contraire, elle diminue. L'image des courses peut être ringarde pour ceux qui ne connaissent pas les hippodromes. Les jeunes sont davantage attirés par les paris sportifs. De fait, les enjeux hippiques ont chuté de 660 millions entre 2011 et 2014. Et les paris sportifs en ligne ont dépassé les paris hippiques. Une offre pléthorique. L'événement des courses est noyé dans une offre nouvelle et pléthorique de loisirs. Je vois par les médias Equidia des courses qui se déroulent de l'autre côté du monde avec 4 partants et même pas 1 000 € au premier. Exister en tant que sport demande un réel marketing et une puissance médiatique comme le football, le rugby, le tennis. L'augmentation de l'offre course ne suffit plus à maintenir le niveau de jeu. Au contraire, elle déstabilise les turfistes. Alors que faire? Je ne vais pas être très long. Alors que faire? Il faut définir un axe marketing clair et accepté par tous les acteurs des courses, trot, galop et équitation, bien sûr, afin d'améliorer l'image et l'attractivité des courses. Le jeu suivra. Je dis bien trot et galop, car pour le public, ce sont des courses. Une fois les 2 comités qui vont être élus, qui sont peut-être élus, ils doivent se mettre d'accord sur la stratégie marketing. Le site de communiqué de l'Association des entraîneurs propriétaires de galop du 1er juillet dit bien « Conquête d'une nouvelle population des joueurs jeunes et connectés, les courses devant devenir le plus excitant et convivial des sports, support de Paris ». Voilà ce que j'avais à dire. Juste pour dire une petite précision aussi, ne croyons pas que c'est une crise qui va passer. C'est un nouvel état de société dans lequel nous sommes et dans lequel nous devrons nous rétablir et nous adapter à ces nouvelles difficultés. Je trouve ce texte extrêmement intéressant et il vient conforter notre réflexion sur le sujet. La crise, elle est durable parce que la société a changé. C'est donc à l'ensemble des acteurs de s'adapter. Mais vous parlez d'un axe marketing clair et commun. Un axe marketing clair et commun, ça ne marche pas s'il y a plusieurs acteurs indépendants qui essaient de se mettre d'accord, qui vont passer beaucoup de temps à gérer les interfaces entre eux. Et pendant ce temps-là, la société continue à évoluer. C'est là que je dis qu'il faut absolument qu'il y ait un pôle de coordination, qu'il y ait une fonction, plusieurs fonctions communes, la fonction marketing. Je reviens à la fonction contrôle de gestion, parce qu'on ne peut pas s'adapter si on ne change pas les structures, si on ne rationalise pas. Je sais que c'est ce qui irrite le plus les uns et les autres, mais quand on a une approche d'entreprise, c'est une entreprise. Parce que derrière tout cela, il y a 60 000, 70 000, je ne sais pas, 150 ou 200 000 personnes qui en vivent. On ne peut pas traiter uniquement le sujet avec des comités qui se réunissent et pendant ce temps-là, le temps qui passe. Et on ne peut pas laisser l'opérateur chargé de concevoir les produits et de les développer, à la limite, seul à développer et à essayer de faire tout ce qu'il peut, et il le fait très bien, alors là, M. Hurstel est tout à fait remarquable, développer de nouvelles occasions de jeu et de nouveaux types de jeux. Sauf qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de recul, parce que ce n'est pas son job. Le recul, c'est de se dire que peut-être il y a certains des jeux qui ne devraient pas exister, parce qu'à ce moment-là, on contrevient aux axes marketing clairs dont vous parliez tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est un peu la fuite en avant. C'est très bien qu'on développe à l'export, que les courses françaises se vendent à l'étranger. C'est remarquable. Il faut se poser la question aussi de ne pas remplacer un chiffre d'affaires rentable par un chiffre d'affaires moins rentable. À un moment donné, il y aura rupture. Et ça, si vous n'avez pas un pôle, une holding ou un pôle de coordination, vous n'arriverez jamais à faire prendre les bonnes décisions. Et là, vous ne répondrez pas aux besoins de la société
à tous les âges et dans sa diversité. Je suis convaincu personnellement que les activités hippiques, équines, équestres sont fondées sur la passion. Et ça ne disparaît pas avec l'évolution du monde. Ce qu'il faut, c'est adapter la manière dont cette activité est ressentie à la fois par les joueurs et par ceux qui la pratiquent. Et ça, on ne peut pas le faire de manière éclatée. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Voilà. Vous parliez de pilote dans l'avion donc, et de marketing. Donc j'imagine que le marketing commun qui a fait rire beaucoup de monde, enfin fait rire Jaune, mais je pense qu'il ne trouve pas grande grâce à vos yeux. Donc on ne va pas perdre de temps à vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau directeur de marketing de France Gallo? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer? Vous connaissez son profil ou vous le connaissiez d'avance? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'ai rencontré Olivier Deloy, j'ai rencontré Dan de Rothschild. Je ne l'ai pas encore rencontré. Mais je pense que quels que soient les talents des directeurs de marketing de chacune des maisons mères ou du PMU, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une approche commune et un pilotage commun. Le marketing commun des courses est une très bonne initiative. Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il faut aller jusqu'au bout. La seule chose que je suis en train de dire, c'est qu'il faudra qu'il y ait une entité qui coordonne l'ensemble et qui pilote l'ensemble. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne remets pas du tout en question les évolutions. Les évolutions depuis 5 ou 6 ans sont des bonnes évolutions, mais il faut aller plus loin. Sinon, on n'en sortira pas. Et on aura toujours ce déséquilibre entre un opérateur qui est chargé d'innover et qui est chargé de produire des jeux, des sociétés mères qui en sont dépendantes, mais qui théoriquement pilotent cet opérateur. C'est une situation qui me semble une situation déséquilibrée. Et si on n'arrive pas à trouver une solution pour mieux coordonner les efforts des uns et des autres, on restera dans un processus qui est plutôt un processus de déclin. Oui, les études d'impact, parce que toutes les activités, je dirais, de marketing, les grandes opérations, on n'a pas beaucoup de retours d'études d'impact. Quel est l'impact des Pixeries, par exemple? Moi, je suis bien incapable de le dire. J'ai rien lu de véritablement concret là-dessus. Or, toute campagne publicitaire... Nous, sans doute un peu, comme le dit Emmanuel, et peut-être que si on n'a rien de publié, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à publier. Donc, les acteurs qui ont initié cette initiative, en l'occurrence, ne doivent pas être très très fiers des retombées, et donc il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, mais à force de mettre la poussière sur le tapis, il arrive un moment... Voilà. Non, mais encore une fois, vous n'arriverez jamais à faire ressortir l'impact des choses, donc la responsabilité par rapport à certaines décisions, s'il n'y a pas une entité qui est chargée de mettre en évidence ses responsabilités. Ce n'est pas responsabilité au sens d'erreur commise, c'est responsabilité au sens de respect des objectifs. Tout le monde est d'accord pour améliorer la situation, pour qu'il y ait plus d'enjeux, pour que le taux de retour joueur soit plus important, pour que la marge nette soit supérieure, mais tout ça est contradictoire. Et encore une fois, l'absence totale de comptabilité analytique empêche d'avoir une vision de la réalité des choses. Tant qu'on n'aura pas cette vision, on ne pourra pas prendre de décision. Mais pour avoir cette vision, il faut que quelqu'un l'impose. Je reviens au sujet précédent. Oui. Je pense effectivement que les Epic Series, c'est pas parfait. Par contre, moi, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout issu de l'équitation, de la filière équine, etc. Et je peux vous dire que mes amis autour de moi, tous m'ont parlé d'Epic Series et de la publicité, et certains sont allés sur les hippodromes. Alors, parce que je travaille dans ce milieu-là, ils m'en ont parlé. Je pense qu'il ne faut pas tuer tout de suite la bête, qu'il faut essayer de le travailler, que ce n'est pas parfait, mais qu'il faut avancer. Et sur Jour de Galop, il y a une étude. Alors après, à savoir si elle est parfaite ou non, je n'en ai aucune idée, mais qui donne en tout cas des axes de réflexion et qui peut peut-être servir de base pour approfondir et réfléchir. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même une idée derrière ce projet,
qu'il faut le laisser évoluer. Enfin, vous pouvez pas, quand vous avez un bébé, il faut le laisser grandir et c'est l'échange de tout le monde qui le fera avancer. Alors après, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des points qui peuvent se relier avec la FFE? Je pense que voilà, la FFE a très bien fonctionné et a su se renouveler pour chercher quand même de nouveaux adhérents. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire ensemble? Je pense par exemple sur la licence de la FFE, il y avait marqué avant qu'on avait droit, qu'on avait accès aux hippodromes gratuitement. Je pense que aujourd'hui c'est plus le cas, parce que j'ai une licence FFE. Je l'ai vu et c'est en retombant sur une ancienne que je m'en suis rendu compte, et je pense que par exemple ça, c'est un axe qu'on n'a pas du tout travaillé. Je suis ravie par exemple aussi que les courses de poney se développent. Je pense que c'est un avenir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde veut devenir Messi? C'est parce qu'on peut prendre un ballon de football et aller taper la balle juste derrière chez soi. On a des super lieux qui sont inutilisés l'après-midi, et avec des centres équestres qui sont généralement proches, qui peuvent faire venir de nouvelles personnes, des nouvelles graines, et voilà, créer de nouvelles passions. Donc je pense que faut faire preuve un peu d'optimisme. Voilà, je pense que l'idée d'un think tank, c'est intéressant. Voilà. On en profite un tout petit peu, nous, les sports. On a 2 chaînes de télévision, une où il n'y a que des courses, et puis l'autre où de temps en temps on a des compétitions équestres. Mais quand nous, on essaye de négocier avec les grandes chaînes une compétition, ils vous disent mais non, mais vous avez déjà votre chaîne. Alors c'est compliqué d'avoir sa propre chaîne, enfin la chaîne cheval, et après de demander à une chaîne publique ou à une chaîne privée de nous diffuser. Parce que, quel est leur intérêt? Alors c'est vrai qu'en plus après, notre chaîne n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Si c'était accessible pour tout le monde, ce serait mieux. Ça c'est vraiment très important. Et après, bon, bien sûr qu'il y a plein de choses à monter. Nous on continue. Il ne faut pas croire que tout est facile dans l'équitation, mais comme chaque dirigeant d'établissement est vraiment le nez dans le guidon en permanence, et que de toute façon, il n'a rien à attendre des autres, parce que s'il ne se bat pas, ou alors s'il s'entend avec ses voisins, il va pouvoir monter des choses en synergie. Et je pense que nous, le monde on va dire des sports équestres et le monde des courses, je vous dis tout à l'heure, on a un point commun, c'est le cheval. Alors, bien sûr qu'on doit pouvoir faire des choses qui vont amener déjà des publics entre nous. Après vous, moi je n'ai pas assez de connaissances sur le monde des courses, sur les enjeux, sur les paris. Je vais de temps en temps, je ne fume plus, je lis mon journal sur une tablette, donc je suis pas un bon, mais je vais quand même de temps en temps jouer un petit peu. Je vois bien que ceux qui passent du temps ce sont les gens qui jouent au PMU. Voilà, et j'ai un monsieur qui vient me donner un coup de main bénévolement chez moi dans mes compétitions, et qui, lui, il est en permanence sur RMC parce qu'il y a les courses, et qui part tous les matins, vite jouer son tiercé. De temps en temps, je lui donne une pièce pour qu'il joue moi. Bon, je gagne rien. Bon, tant pis, mais c'est pas grave. Mais il y a plein de choses à faire, et ce qui m'intéressait de venir, c'est justement cette de vue de l'extérieur. Vue de l'extérieur, je pensais qu'il y avait 2 mondes, c'est-à-dire que le trot était d'un côté et le galop était de l'autre. Là, ce soir, un petit peu, il y a un petit rapprochement. Et nous, vous savez, nous, on était 3 maisons au départ. En 2000, on était 3 maisons. Il y avait ceux qui se promenaient dans la forêt, ceux qui faisaient du poney, et ceux qui faisaient du saut d'obstacle, etc., du sport. C'était très dur de nous réunir. On s'est battus entre nous. Puis après, finalement, on a fait preuve de volonté, d'intelligence, et on s'est réunis au sein de la Fédération française d'équitation. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça marche bien. Et que, de toute façon, que l'on court sur le cheval ou derrière lui, c'est la même chose. C'est un sport. Parce que moi, dans ma jeunesse, je suis allé à l'entraînement et au galop et au trot. Donc c'est un sport, comme nous quand on saute à cheval, c'est un sport
notre rythme cardiaque change, on fait un effort physique. Le gars qui fait de la Formule 1 ou du rallye en automobile ou de la moto, demandez-lui si c'est pas un sport, hein, quand il sort de sa Formule 1, s'il n'est pas vidé physiquement et intellectuellement. Et je pense que même en course, pour avoir couru sur cet hippodrome, il est arrivé bon dernier d'ailleurs, une course amateur, ben voilà, hein, on arrive au bout, on est bien fatigué. Donc c'est un sport pas assez pris par les médias, mais on a aussi le défaut d'avoir notre propre chaîne. Et puis après, si on ne se réunit pas, si on ne travaille pas tous ensemble, moi, j'ai pas de conseil à donner au monde des courses. Je fais juste profiter de ce qui s'est passé chez nous. Et je pense que maintenant, on a des actions communes. Vous savez que bon, là, on parle de TVA, vous parlez de vos problèmes économiques, mais on a aussi, par exemple, on cotise à la même caisse, hein, la MSA, je suppose. Voilà. Donc, on a peut-être aussi des actions à voir avec, parce qu'on est quand même un gros pourvoyeur. La MSA, parce que le monde de l'agriculture, lui, se réduit. Hein. Les grandes fermes, il y a moins d'employés, tout est mécanisé. Nous, c'est pas trop mécanisé. Hein. On essaye, mais on peut pas tout mécaniser. Donc, on a des choses aussi à voir de ce côté-là. Et puis, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut travailler ensemble pour le bienfait des gens qui travaillent dans le monde du cheval, en général, mais aussi par rapport à de nouveaux clients qui pourraient aussi nous financer et nous apporter un meilleur monde économique. Merci de cette longue réponse. Je souscris à tout ce que vous venez de dire. Je voudrais répondre sur les Epic Series. Encore une fois, je ne critique pas. Je dis juste qu'on ne sait pas exactement quel en est l'impact par rapport au coût. Il y a une règle en gestion qu'on appelle le ROI, le Return on Investment. Quel est le retour sur cet investissement ? C'est toujours un problème de transparence. Peut-être que c'est remarquable, peut-être que c'est durable, peut-être que ça fait venir de nouveaux parieurs, peut-être que ça stimule la passion de tous ceux qui s'intéressent. La seule chose que je dirais, mais c'est un avis personnel, c'est que c'est une analogie. On a cherché à faire une analogie avec le top 14 ou avec la Ligue 1 de football. Je ne suis pas sûr que ce soit une analogie qui fonctionne. C'est cette tendance à l'analogisme avec le sport, avec les paris sportifs. C'est pas, je ne pense pas que ce soit exactement la même chose. Je suis assez d'accord avec cette remarque. Je pense, c'est pour ça que je disais, il faut peut-être laisser évoluer, en discuter, voir les points d'amélioration. Et maintenant qu'on a créé cette marque, c'est difficile après de la moduler. C'est très dur d'implanter une marque. Et une fois qu'elle est implantée, la moduler, c'est extrêmement compliqué. Après, je pense que là, la recherche est plutôt de la notoriété, même s'il y a une recherche derrière d'enjeux de paris hippiques et de refaire venir les gens sur les hippodromes. Il y a quand même une recherche de notoriété. Et je pense que même si c'est pas parfait à l'heure actuelle, cette recherche de notoriété, elle est quand même plutôt en bonne voie, il me semble, parce qu'on a une petite audience sur les grandes chaînes, et mine de rien, c'est un pied pour ouvrir la porte. Alors, il faut justement, tout l'intérêt d'un think tank, normalement, pour toutes les autres corporations et les autres industries, c'est l'intérêt d'un think tank. C'est c'est faire des grandes lignes, faire des objectifs, des projets, monter des plans sur 5, 15, 20 et dire une fois qu'on a mis le pied dans la porte, comment est-ce qu'on peut l'ouvrir et comment est-ce qu'on peut avancer dans le sens. Donc voilà, je pense qu'effectivement, d'un point de vue filière, peut-être que les Epic Series, c'est pas parfait. D'un point de vue public, il y a quand même une notoriété qui commence à poindre le bout de son nez. Maintenant, il faut réfléchir et voir comment est-ce que ça peut être amélioré. Cette notoriété, elle est due aussi au nombre fréquent de spots que l'on a sur les grandes chaînes comme TF1. Bon. Est-ce que c'est les spots qui font la notoriété ou est-ce que la notoriété est sous-jacente? J'en sais rien. Il n'y a pas d'études. Et c'est là que je regrette. Dans n'importe quelle marque, dans d'autres secteurs d'activité, que ce soit des marques de luxe, que ce soit des marques dans d'autres secteurs d'activité, avant de lancer des campagnes de publicité de cette ampleur, mettent en place les outils d'évaluation pour suivre régulièrement, à la semaine, au mois, aux 6 mois, à l'année, les éléments d'impact que l'on peut mesurer. Je ne connais absolument pas
les éléments d'impact relatifs aux hippiques séries. Et je me dis que par rapport à l'investissement qui a été fait, c'est un peu dommage. Parce que le retour sur investissement, c'est non seulement un retour financier quand c'est un investissement physique, mais c'est un retour en termes de notoriété. Quel est le retour sur cet investissement en termes de notoriété? Ça serait excessivement intéressant de le savoir, parce que soit il faut renforcer, soit il faut peut-être faire autre chose. C'est tout, hein, c'est tout ce que je dis. Je suis assez d'accord. Après, est-ce que le rapport n'a pas été fait en interne auprès des sociétés mères? Quid? J'en sais rien. Là, vous mettez le doigt sur autre chose. C'est que s'il y a des retours qui ont été faits en interne, ça n'a pas du tout été porté à la connaissance de tous ceux qui s'intéressent au monde du cheval. Or, quand vous avez 13 à 14 millions de gens qui parient, plus tous ceux qui sont passionnés indépendamment des parieurs, vous devez d'avoir aussi un retour d'information vers l'ensemble de ceux qui s'y intéressent et de ceux qui financent. Parce que qui est-ce qui finance? C'est le parieur. Et en plus, il y a un service public des courses. Donc il devrait y avoir un double retour, et vers le citoyen parieur, et vers l'État. Et ça manque. À la place, on a des discours qui mettent en valeur, j'y reviens, toute l'innovation dont fait preuve le PMU, et très sincèrement, c'est brillant ce qu'ils font. Mais est-ce que pour autant c'est suffisant? Est-ce que ça va dans le bon sens? Comme il n'y a pas de mesure d'impact et d'évaluation, personne ne peut le dire. Donc quand le doute s'installe sur un secteur en difficulté, ça n'améliore pas les choses. Bonsoir. Oui, pour revenir sur les Epic Series, mais brièvement, parce que ce n'est pas l'objet de ma question, je trouvais que déjà, à la base, ils ont un peu tapé à côté, puisqu'ils ont mis ils sont partis sur des images de course plate avec des sujets classiques qui font des carrières éphémères. Donc les gens ont, à mon sens, un peu de mal à s'identifier. Ils avaient mis l'obstacle de côté. C'est un peu dommage de ne pas faire voir des images du grand steeple ou autre. Les images du trot sont là, mais bon, ça c'était en aparté. Je pense qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et c'est pas mal. Encore une fois, encore faut-il savoir précisément combien a coûté ce type de... Voilà, exactement. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que nous sommes à 2 semaines d'un changement de gouvernement. Vous nous avez dit que vous avez rencontré récemment M. Arthuis. On le sait, il est dans le clan d'Emmanuel Macron. Sans faire de pronostic du PMU du coin, on va dire qu'il y a une forte probabilité qu'on ait un jeune président dans 15 jours à la tête du pays. Et je voulais juste savoir votre avis sur la personne de M. Arthuis. Est-ce que c'est quelqu'un, à votre avis, qui est capable de faire avancer nos dossiers? Est-ce qu'on l'a vu à Saint-Cloud il y a quelque temps? En tout cas, personnellement, il m'a paru être en tout cas au courant des dossiers, de l'urgence des dossiers en question. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut, justement, donc, si le clan Macron est élu, faire avancer les dossiers, ou est-ce qu'il va falloir marcher de façon plus bruyante sur Bercy ou sur Bruxelles dans les semaines qui arrivent? Il n'y a pas une réponse univoque à votre question, elle est complexe. D'abord, il est toujours bon d'avoir des personnalités qui connaissent les problèmes que l'on rencontre et qui sont capables de les évaluer. Maintenant, ce sont aussi des politiques. M. Arthuis, actuellement, il est président de la commission des budgets au Parlement européen. Donc il est très pris par plein de sujets. Tous les sujets qui touchent au budget européen, au financement de l'Europe, et croyez-moi, sont des sujets affreusement complexes. Parce que le financement européen, il est bloqué depuis plus de 10 ans, avec des politiques qui se développent, et des États membres qui ne veulent pas mettre un sou, qui veulent récupérer le maximum. Le problème de la TVA est un des multiples problèmes qu'il a à traiter en tant que président de la commission des budgets. Donc même s'il a une bonne connaissance du secteur du cheval, il a un cabinet d'expertise comptable qui travaille beaucoup dans ce secteur en Mayenne, il a une véritable capacité de compréhension et d'écoute. Mais il n'a pas beaucoup de disponibilité. Et de toute manière, dans le combat qui est le nôtre, il ne faut pas tout miser sur une personne. Il faut avoir des propositions qui intéressent un certain nombre de responsables politiques et administratifs. Les politiques, en général, ils suivent en bonne partie ce que leur administration ou leurs administrateurs leur préparent ou leur proposent. Donc il faut agir à ces 2 niveaux. Il
faut convaincre les politiques, mais avant, il faut convaincre les responsables administratifs. C'est pour ça que dans le combat, aussi bien sur la TVA que sur le live betting, que sur l'avenir financier de la filière, il faut avoir des actions précises auprès des responsables à la direction des budgets, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Sports, pour créer aussi une compréhension commune et une cohésion dans l'action qui n'ont pas forcément aujourd'hui. Monsieur Arthuis est incontestablement un homme tout à fait intéressant pour l'avenir de la filière, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il est probable qu'effectivement, monsieur Macron sera élu, bien que s'il y a beaucoup d'abstention, ce n'est pas gagné. Il y a des simulations récentes qui... Bon, il a, disons, 90% de chance, mais pas 100% de chance. Et une fois, s'il est élu, monsieur Arthuis, qui est proche de lui, mais comme, je dirais, une centaine de responsables politiques, aura un rôle à jouer. Mais comme M. Bayrou, par exemple. Pardon ? Comme M. Bayrou, par exemple. Comme Bayrou ou d'autres. Ou d'autres. Vous savez, actuellement, qui a une sensibilité il y a un afflux de sympathie vers M. Macron qui est tout à fait notable et qui est bien réel. Et puis, bon, il fera son gouvernement et après, ils ne prendront pas forcément les gens qui étaient là au début. C'est ça aussi la règle. Hein. Donc, construisons surtout des argumentations fortes, faisons en sorte d'être fédérés, ça sera le meilleur moyen de réussir, plutôt que de miser sur tel ou tel. Nous avions rencontré un ministre sensible au monde du cheval, puisqu'il avait des chevaux de course, qui nous avait promis un allègement du taux de TVA. Donc promis, oui. Promis. Et rentré à Bercy, ils lui ont dit non, on ne touche pas le taux de TVA pour le cheval. Et entre promis quelque chose et pas tenu, c'est parce que après, le plus dur, après dans l'administration, c'est bien les hauts fonctionnaires qui font un peu la pluie et le beau temps par rapport aux politiques. Mais ce qui va être bien, c'est que nous, la dernière fois qu'on a manifesté, il n'y avait que nous dans la rue, et la prochaine fois, il va y avoir nous, plus vous, donc ça va faire beaucoup plus de bruit. Ouais. Moi, j'avais une question et une remarque. La première concernant votre intervention, Monsieur Morand. Il y a quand même un énorme problème entre la filière des équitants et la filière des courses. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque de respect, puisque les gens, les équitants, imaginent la filière course comme des grands méchants exploiteurs. Oui, ça c'est pour aussi être comme Cécile, avoir beaucoup monté à cheval étant plus jeune. Il y a un vrai gros problème de connaissances, tout simplement on a l'impression qu'on ne partage pas la même passion quand on est dans les courses ou quand on est équitant. Ça, pour moi, c'est problématique. Il y a un gros travail à faire, je pense, dans les deux sens. Hein, c'est-à-dire que, parce que la filière course aussi aurait tendance à penser que toutes les filles à papa, avec leurs chevaux, tout beau, tout bien natté, etc. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire dans les deux sens. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, vraiment concernant Equistratis, parce que le think tank, c'est formidable, mais moi, j'avais cru comprendre que vous travailliez en particulier sur un logiciel dont Donatien nous a parlé. Alors c'est peut-être plus ou moins privé, je ne sais pas trop, mais qui recouperait un ensemble de données un ensemble de données bien particulières qui permettrait au PMU de faire valoir les partants, de connaître, de permettre aux entraîneurs de mieux comprendre leurs engagements, etc. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va être ouvert au public, etc., etc. Parce que je trouve ça super qu'on échange. Moi, je suis vos travaux, je trouve ça passionnant. Le problème, c'est à un moment donné, quand est-ce que ça s'enclenche vraiment? Parce que les réunions, c'est super, c'est bien, il en faut, mais à quel moment ça bouge? Et c'est vrai que ce projet-là semble particulièrement prometteur et très intéressant. Et j'aurais aimé que vous nous en parliez plus ce soir, pour comprendre bien et savoir, voilà. Le tableau économétrique. Alors, c'est un modèle économétrique. On a fait, alors, je vais essayer de définir en quelques mots ce qu'est un modèle économétrique. C'est créer des relations entre ce qu'on appelle une variable expliquée, c'est-à-dire ce que l'on essaye d'expliquer. Là, en l'occurrence, c'est l'évolution des enjeux, c'est le chiffre d'affaires de la filière,
et les différentes variables explicatives. Quel est le poids relatif des différentes variables? Nombre de partants, le montant du prix, la période de l'année, il y a en tout une vingtaine de variables. Ces variables, il faut construire les relations entre la variable expliquée et les variables explicatives. C'est un travail considérable, on a travaillé sur 45 000 courses. Ça fait maintenant à peu près 1 mois et demi qu'on a stabilisé le modèle, parce qu'au départ, on n'est pas sûr du tout qu'on va avoir un taux de corrélation important. Parce que ce modèle ne marche que si on explique bien ce que l'on veut expliquer à partir d'un certain nombre de variables. On a un taux de corrélation qui est élevé, ce qui veut dire qu'on explique bien. Mais on explique bien à partir, sur les 19 variables, je crois qu'il y en a 8 ou 10 qui sont vraiment des variables déterminantes. Maintenant, on est en train de bâtir des scénarios. Parce qu'une fois que le modèle est construit, on a mis à peu près 5-6 mois à le construire, c'est un temps record par rapport à la complexité du modèle et à la complexité des courses. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de modèle existant en France sur le sujet. Peut-être que le PMU en fait un, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit aussi avancé que nous. Et après, il faut faire des scénarios. Après, les scénarios, c'est on fait varier telle ou telle variable. Par exemple, le nombre de partants. On dit il n'y aura plus de partants inférieurs à tant. En deçà de 7 ou 8 partants ou de 10 partants, on gèle. Qu'est-ce que ça donne? On voit ce que ça donne. Mais un scénario, ce n'est pas uniquement faire varier une seule variable. C'est en faire varier plusieurs simultanément jusqu'à ce que l'on ait quelque chose de vraisemblable. Et il faut qu'on le rapproche ensuite de la programmation telle qu'elle est définie par les deux sociétés mères. On ne peut pas faire varier pour le plaisir des choses qu'on ne peut pas faire varier. Donc vous voyez la complexité des choses. J'ai toujours dit que les premiers résultats sortiraient fin juin. Depuis le début, c'est ce que l'on dit. Mais vous pensez bien que si on communique sur des résultats qui actuellement sont en train de monter mais qui ne sont pas encore définitifs, d'abord, c'est assez compliqué de le faire savoir. Et ensuite, tant qu'on n'a pas abouti dans nos travaux, il n'y a rien de pire que quand on fait de la recherche, de fournir des éléments sur la recherche en cours sans avoir abouti ou sans avoir identifié peut-être des problèmes. Parce que là, on est à la mi-chemin entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Et il faut qu'à l'arrivée, ce soit compréhensible, qu'on soit sûr de l'efficacité de ce que l'on propose et qu'ensuite, on soit capable d'aller expliquer, notamment aux sociétés mères, que c'est vers ça qu'il faut aller, alors que tout le monde a la conviction qu'il a la solution. La finalité de ce système, c'est donc d'être proposé aux filières et... C'est de proposer d'abord de le faire savoir. On est indépendant, encore une fois, donc on est libre de faire savoir, mais ça nous impose aussi d'être très responsable sur ce que l'on fait savoir. On ne peut pas balancer des trucs comme ça pour le plaisir. Donc il faut que ce soit étayé. On le fait savoir et on fera savoir aussi qu'il faut plutôt aller dans ce sens-là parce qu'on l'a vérifié et que même s'il y a une marge d'erreur, c'est comme les sondages, il y a une marge d'erreur, mais enfin, la marge d'erreur, elle n'est pas colossale non plus. Et qu'à partir de là, on va certainement ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes aujourd'hui. Mais on va probablement se heurter aussi à des rejets, à des refus, à des a priori. Donc on va ouvrir un chantier qui ne sera pas un chantier facile. Mais si on ne l'ouvre pas, personne ne le fera. Et alors, dans les scénarios que vous évoquiez, est-ce que vous allez étudier celui qui serait assez original, qui serait de pouvoir offrir des paris nationaux, premium, enfin PMU, je ne sais pas comment on les appelle, sur toutes les courses, absolument toutes les courses qui se déroulent en France, en tout cas sur des hippodromes qui ne sont pas totalement en zone blanche, pour évidemment avoir des liaisons Internet suffisantes pour refaire, évidemment, avec un a priori, un postulat de base, en tout cas, c'est de revenir à la masse commune. Ce qui permettrait, même dans un patelin qui court 2 fois par an, même à côté de chez moi, à Molière, que si la personne qui est sur le coin, qui est ici, a un tuyau, entre guillemets, qui puisse jouer sans faire écrouler la côte du cheval, et qu'on puisse proposer une offre extrêmement variée, de façon à contrer l'offre pléthorique de la Française des Jeux, sans pour autant gaver les gens, parce qu'on leur laisse le choix de parier ou pas. Après, pour diffuser les images, j'ai digité sur la question, ça c'est plus mon métier. Mais en tout cas, pour proposer les jeux en France, je dis bien en France, en se débarrassant des Maronas et compagnie, donc sur des courses qui concernent vraiment les gens et les acteurs, avec la possibilité de jouer à la Roche-Posay, à Molière ou à Cavaillon si ça les intéresse.
Nous n'en sommes pas encore à ce scénario, mais ce que vous dites là nécessite, encore une fois, qu'il y ait une unité de commandement. S'il n'y a pas d'unité de commandement, aujourd'hui, la programmation est, je dirais, l'attribut de chaque société mère. Alors, il y a une meilleure coordination peut-être aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis, il y a des évolutions. Vous-même, vous ne saviez plus si c'était premium, si c'était PMH, si c'était... Bon, on ne sait plus très bien. Et moi-même, par moments, je suis obligé de regarder parce que je m'y perds un peu. Ce que vous proposez aurait un avantage, c'est la simplicité. Mais revenir à une masse commune, je vous rappelle que c'est quand même une décision réglementaire qui a fait qu'il n'y a plus de masse commune il y a maintenant à peu près 2 ans, à la fin 2015. Et c'est bien regrettable. C'est très regrettable. C'est extrêmement regrettable. Et dans le courrier assez loufoque que le feu gouvernement a envoyé 2 jours avant sa mise à mort, il a proposé de revenir en masse commune. Bon, c'était assez extraordinaire par rapport au timing, mais bon. Là, c'est absolument nécessaire. Hein. Là, vous mesurez à quel point il faut d'abord une unité de commandement du côté de l'ensemble de la filière et une unité de décision du côté des ministères de tutelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, ça suppose de revenir en arrière sur des réglementations qui ont déjà été prises. Donc ça suppose d'avoir des propositions extrêmement fortes et convaincantes pour que des décisions différentes soient prises. Je ne sais pas si c'est les bonnes décisions, là je ne prends pas parti, mais je note que votre proposition est intéressante dans la mesure où vous dites, voilà, il y a peut-être un scénario, on va voir si on peut l'étudier. Ça m'étonnerait parce que le modèle n'est pas construit. Là, c'est plus qu'un scénario, là. C'est plus qu'un scénario économique. C'est un scénario réglementaire. C'est tout à fait... Et plus que réglementaire, c'est réglementaire et programmatique. Donc là, on touche à la fois les règlements publics et les règlements propres aux sociétés mères. Donc ça se rapproche d'une révolution, là. Mais de toute manière, il va bien falloir... Non, mais il va falloir se poser ce genre de questions, c'est absolument évident. Mais nous, on repart de la base, on repart de 45 000 courses pour essayer de faire sortir un modèle qui mettra un peu de rationalité dans des décisions qui n'en sont pas forcément empreintes. Chacun étant convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Alors, au PMU, ils ont des gens extrêmement brillants, des spécialistes du marketing, mais ils sont plus dans la logique de rechercher une maximisation des enjeux. Ils commencent, Xavier Hurstel en a parlé hier soir, à parler d'optimisation de la programmation. Et le vrai sujet, c'est l'optimisation de la programmation. Mais derrière cette optimisation de la programmation, il y a une optimisation aussi de la rentabilité des jeux. Vous avez des jeux qui ont des taux de retour très différents. Le simple, c'est 83% de taux de retour joueur, vous avez des jeux à 63%. Et puis à l'export, c'est encore autre chose. Et les paris sportifs et le poker, on a quelque chose qui n'est pas lisible. Donc ça va passer aussi par une mise à plat et par la mise en évidence de certains indicateurs qui permettront aux décideurs de dire, à un moment donné, c'est dans cette voie-là qu'il faut aller et pas dans celle-là. Et le modèle qu'on a construit, ça fait partie de cet ensemble d'outils de pilotage qui manque aujourd'hui. Il ne répondra pas à tout, le modèle, mais il créera aussi un processus de réflexion différent. Il ne faut pas attendre non plus que ce modèle nous dise, dans 3 mois, il faut supprimer tel type de course, augmenter, limiter le nombre de partants ici, etc. Il apportera des scénarios nouveaux qui seront des points de départ. Et ça nous aidera aussi, je pense, à faire en sorte que les responsables du PMU, des sociétés mères et d'ailleurs, se penchent autrement sur l'avenir des courses. Moi, je suis intimement convaincu que ça peut devenir un secteur d'activité beaucoup plus rentable qu'il ne l'est aujourd'hui. Aussi bien pour le monde de la filière, pour la filière, que pour les parieurs. On sait qu'on est parti dans quelque chose de très compliqué. Hein. Mais il faut qu'on arrive à rendre ça intelligible et déterminant, qu'on trouve les moyens de faire en sorte que certaines décisions soient prises. On est parfaitement conscient aujourd'hui que les uns et les autres ont plutôt tendance à dire que c'est l'autre qui fait mal. Hurstel, hier soir, n'a pas arrêté de dire que lui, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais que les sociétés mères devaient se réformer parce qu'elles avaient des coûts excessifs. Alors que ce sont ses actionnaires. Un peu compliqué. Donc, une petite question pour venir au jeu. Vous avez dû réfléchir déjà au jeu proposé. Vous pensez que ce serait bien d'en proposer combien, lesquels supprimer? C'est assez compliqué. Alors, comme le spot, moi je ne suis pas branché.
mais les gens autour de moi aiment bien faire un spot. Donc c'est un peu délicat. On n'est pas encore arrivé à dire ce qu'il faut supprimer. Ce que l'on a déjà identifié, c'est qu'il y a des jeux qui sont incontestablement plus efficaces, j'allais dire plus rentables que d'autres, aussi bien pour la filière que pour les parieurs. Il y en a d'autres qui ne représentent pas, je dirais, une rentabilité forte. Mais alors là, on tombe dans le discours qui consiste à dire oui, mais ces jeux, c'est des moyens d'attirer de nouveaux parieurs, etc. C'est ce qu'on entend dire à longueur de temps. Quant aux jeux où il y a une part de hasard importante, on ne peut pas exclure complètement qu'il y ait une part de hasard, à mon avis. Mais on ne peut pas non plus faire en sorte que tous les jeux nouveaux aient une part de hasard importante. À un moment donné, ça reviendra à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est qu'il n'y aura plus de passion, il n'y aura plus que des attraits instantanés pour des recettes attendues qui ressemblent à la loterie. On est en train d'aller vers un système de loterie. Et le jour où on sera plus vers un système de loterie que vers un système de paris raisonné, il n'y aura plus aucune raison que le PMU et la Française des Jeux soient indépendants l'un de l'autre. À ce moment-là, il suffira de les fusionner tous les deux. Non, mais ce n'est pas que des jeux de hasard. Il y a quand même une réflexion qui est menée par l'ensemble des joueurs. Ils ne jouent pas au hasard, ou alors? Oui. Oui, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que du hasard. Il y a, je dirais, aussi une part de chance. Il y a les conditions. Enfin bon, vous savez très bien ce qui joue. Alors après, il y a d'autres facteurs qui jouent. Oui, mais enfin, quand vous mettez un numéro de la chance ou une tirelire, alors là, pour le coup, c'est du hasard à 100%. Hein. Bon. Oui, mais à ce moment-là, autant, si vous voulez, il arrivera un moment où le support des courses n'aura plus aucun sens. Mais je suis d'accord, c'est exactement ce que je dis. Oui. Et ça rebondit justement à une question sur Internet de Gaël Lemaire qui nous explique que selon lui, il y a quand même des gros problèmes de professionnalisme chez Equidia, entre autres, qui basent tout sur effectivement des résultats en donnant des arrivées chiffrées, où on oublie complètement l'aspect, encore une fois, comme le dit Madame, sportif, et que c'est bien dommage de pas montrer plus les jockeys, plus les écuries, le côté effectivement où l'interaction entre des hommes, un animal et une équipe qui fait un travail chaque jour. Là, pour le coup, c'est ce que l'on fait au rugby, au football. Vous avez des vedettes, mais on ne le fait pas suffisamment dans le domaine des courses. Il faudrait le faire beaucoup plus. Je vais juste rebondir sur la remarque de Lise. Epic Series, c'est pas parfait, mais par contre, ça a amené les mini-reportages. Non, mais je rebondis juste parce qu'en fait, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser au reportage qu'il y a sur la 1. Et ça, par contre, je pense que pour le coup, c'est plutôt bien parce que ça crée un lien et ça met en avant l'envers du décor. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Voilà, juste ça, par contre, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Alors là, si vous voulez, en termes de communication sur le fond, il y a un vrai travail de communication à faire sur l'ensemble de la filière cheval. Ça, c'est évident. Et il y aurait des actions communes à mener. Par exemple, à la Coupe du Monde, les Bleus, où ils sont passés, ils ont fait un spot, je crois que c'était 7 minutes par joueur. Où on voit l'envers du décor, leur vie, enfin bref, leur chambre, ils parlent dans leur passion. Je pense que ça, c'était plutôt bien joué et qu'il y a peut-être des choses, des idées à prendre. Je vais vous juste une seconde pour vous parler d'Equidia, parce que je suis quand même assez bien placé pour en parler. J'étais rédacteur en chef adjoint d'Equidia pendant 8 ans, responsable de tous les directs. Donc autant vous dire que je sais les directs et la façon dont ils se passent, c'est moi qui les dirigeais, donc je sais bien comment il fallait les diriger.
Il y avait une politique très claire entre 1997 et 2005 environ de mise en avant de l'aspect sportif, voilà, de l'aspect sportif des personnages, des histoires, des chevaux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais été embauché ici pour raconter des histoires et pour fournir des histoires aux présentateurs de façon à ce qu'ils puissent les raconter au public. Après, il y a une multiplication des enjeux, et puis une pression financière. Alors, je ne critique pas la pression financière, mais bon, à partir de 2005-6, les mots d'ordre de la haute direction, puisque j'avais des ordres, c'était le sport, on s'en fout, les chevaux, on s'en fout, les gens, on s'en fout, faites jouer. Point. Donc, à partir d'un responsable d'émission, on est passé à un responsable du timing, c'est-à-dire chronométreur, puisque les règles sont extrêmement simples. Il y avait des tableaux avec qui existent toujours, avec des nombres de minutes, voire de secondes prévus pour chacune des réunions, en avant de chaque course. Il faut 3 minutes pour telle course, à minimum 3 minutes pour une ER2, 5 minutes avant chaque course pour une ER1. Avant, à l'époque où j'y étais, on était encore en train de parler de R1, de R2, de R3. Là, on en est rendu au R8. Enfin, il y a un calcul de minutes et de secondes qui est alloué à chacune des réunions en amont pour faire jouer les gens. Et il faut absolument parler du favori, essayer de trouver un outsider pour faire jouer les gens sur un outsider, faire une interview. Maintenant, il n'y a même plus la place, mais quand on avait encore le temps, faire une interview pour un 3e cheval pour faire jouer les gens sur un 3e cheval. Donc, on prend vraiment les gens pour des cons, quoi, pour des vaches à lait, et des chevaux pour des lapins. Et j'aurais dit qu'un jour, vous arriverez à faire jouer, à organiser des courses de lapins, et tout le monde est parti. Enfin, tout le monde a rigolé, et moi, je suis parti. Non, mais voilà, c'est juste pour vous dire que faut pas les critiques qu'il y a sur Equidia. On peut critiquer les journalistes, oui, effectivement, on peut critiquer tout le monde, mais il y a eu des ordres très clairement définis de la part de M. Éric Brion, quand même que les sociétés de course ont continué pendant 12 ans de protéger, et même encore aujourd'hui, parce qu'il est dans un placard que lui a offert le Brion Monsieur Hostel. Et voilà, je veux dire, les ordres sont comme ça. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, c'est ainsi, c'est clairement défini, il y a des tableaux, il y a des écritures, il y a des notes, c'est comme ça, c'est tout. Quand on écrit une histoire, on passionne le public. Parce que nous, on le sait. On en revient toujours à l'entité supérieure. Et nous, par exemple, dans le sport, on cherche toujours à écrire des histoires. Donc le cheval, le cavalier, l'histoire, qui va passionner le public et qui va peut-être amener de l'argent par des partenariats ou des sponsors. Oui, et juste pour conclure, parce que je ne veux pas monopoliser on a dans les endroits où on joue le plus frénétiquement par culture et par nature, hein, c'est-à-dire chez nos amis asiatiques, au Japon et en Chine, enfin à Hong Kong. Moi, j'ai posé la question comment ils arrivaient à faire leur communication, et ils disent surtout, on ne parle jamais de jeu parce que le jeu est une évidence totale. Donc, on raconte des histoires. Bien entendu, c'est des marketeurs, donc ils racontent des histoires pour faire jouer les gens sur l'un. Par exemple, ils créent des duels, évidemment, ou des défis. Est-ce que tel cheval va gagner sa 4e course de suite? Est-ce que tel jockey va réussir? Voilà. Bon, c'est des histoires qui sont bien évidemment bien arrangées. Il n'empêche qu'on raconte des histoires au Japon, où ce qui est le championnat qui est le numéro 1 des jeux mondiaux, à Hong Kong, où ils font des jeux quasiment équivalents en France, alors qu'ils sont 10 millions. Et on raconte des histoires. Alors, on raconte des histoires à des gens qui ne pensent qu'à jouer. Mais ils arrivent à trouver cet équilibre. Et nous, en France, on fait exactement l'inverse. Donc, il ne faut pas s'étonner des résultats. Oui, vous parliez tout à l'heure de fédérer, d'un commandement unique. Bon, à qui vous pensez? Est-ce que c'est Equistratis qui se chargerait de ce commandement unique, par exemple? Ou est-ce que vous avez d'autres options? Voilà, vers quelle direction voulez-vous vous pensez qu'il faut aller? Ce n'est pas Equistratis qui envisage d'incarner ce commandement unique. En revanche, Equistratis doit être là pour épauler ce commandement unique. On n'est pas du tout arrivé encore à identifier telle ou telle personne. Mais il faudra déjà définir les fonctions de cette équipe de commandement. J'ai parlé de la fonction marketing, de la fonction contrôle de gestion, probablement d'une fonction lobbying auprès des différents acteurs publics, qu'ils soient français ou européens, et ça servira à tout le monde. Ne serait-ce que le problème de la TVA est un problème à traiter en commun, mais pas à traiter en commun à certaines occasions, c'est à traiter en commun en permanence. Alors après, il faudra
d'un patron qui soit reconnu, accepté. Vous savez, j'avais un nom, mais je pense que je ne lui avais pas parlé, et je ne pense pas à lui. Un homme comme Louis Gallois, dans le domaine industriel, il a été président de la RATP, de la SNCF, d'Airbus. Ce sont des gens de ce calibre-là qu'il faut. Des gens qui ont une grande expérience à la fois publique, industrielle, et une sensibilité économique et sociale vraiment de très haut niveau. Parce que le monde des courses est un monde très complexe, est un monde très verticalisé entre différents acteurs. Ils n'accepteront pas cette solution si c'est pour mettre une personne qui vient de la direction du budget ou qui vient du ministère de l'Agriculture. Ça ne peut être... Je pense à Mestralet, Gérard Mestralet, que j'ai bien connu quand il était au Trésor, moi j'étais au budget. Gérard Mestralet vient de quitter Engie, enfin l'ex-Suez. Je sais qu'il se passionne pour les courses, sa femme en particulier. Bon. Un homme comme Mestralet excellerait. Je livre le nom, je lui en ai pas parlé, et de toute manière, ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, je vous livre plutôt mes réflexions. Mais il faudrait, et là, la filière cheval, la filière équine, serait représentée par à la fois un capitaine d'industrie et un représentant de la société qui serait totalement crédible. Et je pense que les différents responsables, que ce soit le PMU ou les sociétés mères, se rangeraient derrière une personne qui serait un emblème. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emblème. Et ça manque. Et je crois encore une fois que les 60 à 180 000 emplois, selon la manière dont on compte, ça représente plus que ça qu'un nombre d'emplois. Ça représente, je dirais, une tradition, ça représente des savoir-faire, ça représente une image exceptionnelle. Et la France a un succès, oui, la ruralité, la France a réussi à conserver jusqu'à maintenant, dans les différents domaines, des structures qui sont quand même exceptionnelles au plan international. Dans les 10 ans qui viennent, ça peut disparaître. Donc c'est le moment. Si on ne le fait pas maintenant, à mon avis, on laissera passer la chance. Et nous, notre rôle est de faire émerger les idées, de les porter, de les défendre. Ce n'est pas uniquement d'avoir des idées, c'est aussi d'être acteur, jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place ce que je préconise là et que l'on précisera dans les mois qui viennent. Pour l'instant, c'est plus vraiment des idées générales. On a bien étudié l'ensemble du dispositif et on revient toujours aux mêmes conclusions. C'est celle que je vous ai livrée ce soir. Je m'appelle Thierry Lemaire, je suis entraîneur sur la Teste. J'ai découvert Equistratis il y a quelques semaines. Bon, là, on m'a fortement conseillé et influé pour venir vous écouter, ce que je ne regrette pas. Ce que je souhaiterais savoir, c'est comment ces actions de personnes peuvent être pas développées, mais appuyées, et si d'autres... Comment vous pourriez prendre un peu plus de notoriété et de puissance pour avancer toutes vos idées, pour que, entre guillemets, vous deveniez crédible sur ce que vous allez avancer au mois de juin? Vous savez, Equistratis a été créé juridiquement au mois d'août. On a commencé à travailler au mois d'octobre-novembre. Nous sommes au mois d'avril, face à des problèmes d'une rare complexité, et on agit sur pratiquement tous les champs. Le champ économique, le champ de la gestion, le champ réglementaire, le champ de la gouvernance. Là où jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu véritablement d'équipe qui s'est attelée à tous ces sujets à la fois. Alors on est jeune, la notoriété elle est aussi proportionnelle au nombre des années, même si une phrase de Corneille dit que la valeur n'attend point le nombre des années. Mais c'est peut-être ce qui se passera pour Equistratis. Mais on ne sera vraiment crédible qu'à partir du moment où on aura fait des propositions concrètes, ce sera au mois de juillet. À partir de là, mais il n'y a pas que les propositions, il y a aussi tous les contacts que l'on prend actuellement de manière discrète. Ça ne sert à rien d'être show-off actuellement. Notre objectif est de nous ancrer et de durer, parce qu'on ne pourra réformer l'ensemble du secteur qu'en ayant des propositions solides, en ayant des points d'ancrage forts dans l'administration, bien sûr auprès des sociétés mères, auprès du PMU, mais c'est véritablement dans l'administration qu'il faut, vis-à-vis de l'administration, qu'on ait une crédibilité pour que des décisions soient prises par les tutelles qui fassent en sorte que l'on aboutisse
à ce que l'on préconise. Parce que sinon, si on ne doit compter que sur les acteurs de la filière, il me semble extrêmement difficile de compter sur eux pour se choisir un autre chef. C'est humain et ça se comprend tout à fait. Et en plus, j'ai beaucoup de respect pour M. de Bellègue, pour M. de Rothschild, pour M. Hurstel, qui chacun dans leur domaine font ce qu'ils peuvent. Mais ils sont limités dans leurs effets et dans leur action par un système qui aujourd'hui est bancal et qu'il faut absolument réformer. Et pour le réformer, il faut encore une fois qu'il y ait un pilote dans l'avion. Mais ce n'est pas eux qui le proposeront. Ça viendra. C'est pour ça qu'il faut un délégué interministériel. On ne pourra discuter qu'avec une seule tête au niveau du gouvernement. D'ailleurs, M. Arthuis a repris cette proposition que j'ai faite il y a un mois. Il l'a repris le 5 avril lors de la présentation à Saint-Cloud. Parce que ça me semble une évidence. Si on n'a pas au niveau du gouvernement une personne qui s'occupe spécifiquement de la filière équine dans son ensemble, on aura les plus grandes difficultés à traiter tous les problèmes actuels que j'ai exposés tout à l'heure et qui sont des problèmes qui concernent tout le monde. Donc chacun ne peut pas traiter ce problème seul. Et si vous mettez ensemble les 4 ou 5 acteurs, c'est compliqué. Il faut qu'ils aient un agenda commun. Il faut qu'ils soient en phase. Leurs équipes ne sont pas forcément en phase. C'est ingérable. Oui, alors le ministre, peut-être pas aller jusqu'au ministre. D'ailleurs, ils disent tous qu'ils vont... Écoutez, à l'approche de chaque nouveau gouvernement, ils disent tous qu'ils vont réduire le nombre de ministres. Ils commencent tous à 15, ils finissent tous à 40. Enfin, c'est juste pour la petite histoire. Mais un délégué interministériel, on ne le compte pas, donc c'est parfait. Oui, Pascal me fait signe, c'est aussi le nombre d'adhérents qui fait la crédibilité. Aujourd'hui, on doit approcher des 500 adhérents, ce qui est déjà très beau en l'espace de quelques mois. Plus il y aura d'adhérents et plus on aura aussi de poids. Et on a bien vu que la manifestation organisée par JPFC, ça a été considéré comme une nouveauté. Mais c'est le début de ce qu'il faut. Il faut que le terrain soit plus mobilisé. L'avantage d'Equistratis, c'est que Equistratis est souché sur des adhérents. Plus il y aura d'adhérents, plus on sera fort. C'était bon quand même. C'est bon ? Bon, bah alors je vous propose d'aller boire un verre pour finir la soirée. Merci d'être venu.